le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, aux bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur. Chers citoyens, chères citoyennes, ceci est la 4e élocution du cours des choses depuis nos vœux à la nation du 31 décembre 2018. Afin de garantir la sécurité de cette retransmission, suite à l'odieuse tentative d'attentat à la limonade piégée qui nous a visés hier soir, celle-ci a été préenregistrée dans un lieu clandestin où se sont réfugiés la présidence par intérim du cours des choses et son comité décentralisé, aujourd'hui délocalisé. Comme je le disais lors de l'entretien au pseudo-journaliste de la Brigade France Management, BFM pour faire court, certains éléments que nous avons en notre possession nous amènent à considérer comme réaliste l'hypothèse selon laquelle Emmanuel Macrotin, comme nous l'appellerons désormais, donc, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, je vous rappelle que dans le Parler des métiers, tel qu'évoqué par Pierre Perret dans un ouvrage, un dictionnaire paru il y a quelque temps, un macrotin, dans le vocabulaire, le jargon de la bourse et de la finance, est un commis besogneux dont les affaires sont médiocres ou pas très nettes. Par exemple, méfie-toi, tu pourrais avoir des surprises, ne te fie pas trop à ce petit macrotin. Donc Emmanuel Macrotin, comme nous l'appellerons désormais, ne pourra sans doute aller au terme de son quinquennat. Réunis en séminaire de rien et d'un peu de tout, toute la journée d'hier et une bonne partie de la nuit, les experts prévisionnistes et spéléologues du cours des choses ont exploré diverses voies conduisant à quelques cavités obscures. Les appareils sismographiques ont détecté 5 possibles effondrements de terrain qui pourraient reconduire le président de la République hors du palais de l'Élysée bien plus tôt qu'il n'y pense. La première de ces possibilités tient en un mot. Infarctus. Nos experts médicologues ont soigneusement analysé les étranges rougeurs au cou apparues sur le cou du président lors de son discours à la nation du 10 octobre dernier. Ces signes extérieurs de faiblesse cardiaque ne laissent aucun doute. Le passionnant, voilà un lapsus que je vais aussitôt regretter. Non pas le passionnant, le patient. Pas si patient que cela d'ailleurs. Bref, le patient Emmanuel Macrotin manque visiblement de cœur, tout particulièrement à l'égard des plus modestes d'entre nous. Naturellement, personne ne souhaite au président de la République, chef de l'État et des armées, une fin aussi brutale. Non, on a dit personne, d'accord? Personne. Pardon. La seconde possibilité semblera à beaucoup farfelue, mais nos renseignements particuliers ont réussi à déceler la résurgence de certains mouvements underground considérés pourtant comme morts et enterrés.
Il n'est donc pas impensable d'imaginer que quelques commandos ressuscités de quelque action directe en viennent à enlever Brigitte, que je suis la première dame de France, lors d'une de ses visites de courtoisie aux œuvres de charité, et qu'il soit exigé en contrepartie de sa libération saine et sauve la démission du chef de l'État, lequel, nul doute, s'exécuterait de lui-même. La troisième possibilité est plus facile à concevoir. Dissolution de l'Assemblée nationale, non pas provoquée par un être suprême, fût-il à se considérer comme réincarnation de Jésus-Christ, mais autodissolution d'une assemblée n'assemblant plus rien, comme un mouvement d'en marche soudain figé dans la stupeur et la tétanie. Sous couvert d'anonymat, certaines sources de première main nous ont fait savoir que certains des représentants de la majorité présidentielle sont d'ores et déjà fort dépités. Il y a fort à parier que l'actuel chef de l'État ne pourrait supporter bien longtemps le surpoids d'une cohabitation avec une nouvelle majorité issue des urnes législatives qui irait dans tous les sens et pas seulement dans le sens de l'En Marche. La quatrième possibilité, bien qu'improbable, ne doit pas être prise à la légère. Dans quelles conditions l'actuel chef de l'État pourrait-il être destitué de ses fonctions, telles que prévues à l'article 68 de la Constitution? Cet article pose que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses fonctions. La procédure est assez complexe. Il conviendrait en effet que le Parlement, Assemblée nationale et Sénat amènent le président de la République à répondre ainsi de ce manquement à ses devoirs, devant un groupe de parlementaires constitué en haute cour. L'article précise comment cette haute cour peut destituer le chef de l'État, si elle estime qu'il y a bien eu manquement du président de la République à ses devoirs, et si les explications qu'il fournit pour le justifier ne sont pas jugées convaincantes par une majorité de 2/3 des parlementaires qui la composent. Sans totalement l'évacuer, puisqu'au point où nous en sommes, tout peut arriver. Cette hypothèse nous semble toutefois peu plausible. En effet, le président de la République manque d'ores et déjà à tous ses devoirs de cohésion nationale. Et pourtant, il est encore là. La cinquième possibilité, comme la Cinquième République, nous semble à ce jour, et compte tenu de nos investigations, la plus sérieuse d'entre toutes. Cette hypothèse voudrait que soit tout simplement invalidée l'élection même d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française. Folle pensée, direz-vous. À titre personnel, il m'est déjà arrivé de me faire qualifier de totalement fou dans les pages du Figaro, pour avoir écrit dans un modeste petit ouvrage paru en 2003, Crise de la représentation, que l'élection de Jacques Chirac en 2002 aurait dû être invalidée pour non-sincérité de ses comptes de campagne. J'avais alors narré, dans le menu détail, comment le groupe Bouygues avait offert au candidat Chirac, par l'intermédiaire d'une société de services nommée TF1, tout un jeu de propagande sécuritaire dont le chef d'orchestre fut un certain Nicolas Sarkozy. Fervent soutien de Jacques Chirac en 2002, après s'être mordu les doigts pendant 7 longues années, d'avoir eu le tort de s'engager
auprès du mauvais cheval Éluard Balladur en 1995. Cette prestation de service, donc, du groupe Bouygues n'a pas été facturée sur le champ. Elle l'a été ultérieurement, grâce au plus gros du marché obtenu sur le plan de construction de nouvelles prisons décidé par Jacques Chirac sitôt arrivé au pouvoir. Mais aussi, et plus énorme encore, par la construction du pont sur le Bosphore, à Istanbul, en échange du soutien du même Jacques Chirac à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Que le Conseil constitutionnel ait pu avoir à se prononcer sur la sincérité des comptes de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle n'aurait pas été chose nouvelle. Comme il l'a raconté bien plus tard, en 2010, Roland Dumas, qui présidait en 1995 le Conseil constitutionnel, indiquait que cette même année 1995, les comptes de campagne de Balladur et Chirac étaient manifestement irréguliers. Les comptes d'Édouard Balladur, dont Nicolas Sarkozy avait été le fer de lance, accusaient 10 millions de francs de recettes d'origine inconnue. Dans leur enquête intitulée « L'argent, le sang et la démocratie », Jean-Christophe Klotz et Fabrice Arfi, aujourd'hui journalistes à Mediapart, ont mis en lumière les liens entre un éventuel financement illicite de la campagne présidentielle et l'attentat, le 8 mai 2002 à Karachi, au Pakistan, contre un bus d'employés de la direction des constructions navales, qui fit 15 morts, dont 11 Français, attentat qui fut aussitôt attribué à Al-Qaïda. En toute logique, le Conseil constitutionnel aurait dû alors invalider les comptes de campagne d'Édouard Balladur et de Jacques Chirac, ce qui n'aurait pas manqué de faire coup de Trafalgar dans le Landerneau. Même s'il admit ultérieurement avoir servi de caution à une telle entourloupe, Jacques Robert, juriste, qui siégeait alors au Conseil constitutionnel, eut cette phrase définitive. Valait-il mieux l'ordre avec l'injustice que le désordre avec la justice? Fort de cette maxime éclairante, faute d'être très éclairé, Nicolas Sarkozy, dont on connaît l'attachement au principe de la morale, s'en est sans doute grandement inspiré au moment de payer les frais de Bush. Non, pas le président, l'ancien président américain, les frais de Bush de sa propre campagne présidentielle en 2007, dont un faisceau d'indices concordants laisse aujourd'hui penser que les fonds du puits libyen, donc occultes, donc strictement interdits, n'y aient pas été tout à fait étrangers. Tout cela, me direz-vous, n'est certes pas très ragoûtant, mais en quoi cela concerne-t-il notre petit Emmanuel Macrotin? Nous y voilà. Nous allons laisser un peu de suspense et laisser au procurateur de la République citoyenne qui vient, François Moulin-Avant, chargé tout particulièrement des actes terrorisants, terminer son travail d'enquête qui sera dévoilé demain à 19h, mais pas lors d'une élocution. Il sera mis en ligne sur le site de Mediapart et sur cette page Facebook. Je peux tout simplement vous indiquer, en guise d'indice, souvenez-vous, en juillet 2018, Emmanuel Macrotin avait lancé
alors que nous étions en plein début de l'affaire Benalla, sans savoir que cela serait un véritable feuilleton qui se poursuit encore aujourd'hui et qui n'est sans doute pas terminé. Emmanuel Macrotin avait donc lancé: le seul responsable, c'est moi, et moi seul. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent me chercher. Eh bien, nous avons pris Emmanuel Macrotin au pied de la lettre, et nous avons donc décidé d'aller le chercher. D'aller chercher, éventuellement, la petite bête. Et vous verrez demain que c'est là, à ce moment précis de la petite bête, qu'entre en scène Alexandre Benalla. Je n'en dis pas plus pour ce soir. Je tiens à préserver le suspense jusqu'à demain. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Bon apéro, bonne soirée.